Nous allons débuter. Bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir pour ce premier épisode de Social Media et Strategic Trust. Je suis Michelle Audrey Beyala, fondatrice de Digimedia Pro et également consultante en communication digitale, spécialisée dans les banques, les microfinances et les assurances. Alors, dans les secteurs financiers, on ne vend pas seulement un produit, on vend également de la confiance. Seulement, la communication digitale dans ces secteurs est souvent sous-exploitée, voire mal comprise. Donc, cette série de webinaires est un peu née de ce constat-là parce que j'observe depuis plusieurs années que les secteurs régulés dans ces secteurs-là, en fait, la question n'est pas est-ce qu'il faut être présent en ligne, mais plutôt comment le faire sans fragiliser sa crédibilité. Donc, cet espace se veut un lieu de réflexion stratégique et nous allons ce soir aborder une question centrale, donc celle du thème comment transformer un produit bancaire en contenu stratégique de confiance et de conversion sur les réseaux sociaux. Et pour aborder ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir Axel Roth-Elobo, qui est du département marketing et commercial, marketing et communication, pardon, dans le secteur bancaire au Cameroun, et qui nous fera le plaisir de répondre à certaines questions. Axel, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Je suis Axel Rodelobo, professionnel de la communication digitale avec une expérience récente dans le secteur bancaire. Depuis 5 ans, j'évolue sur le terrain entre agences de communication, projets événementiels et environnement institutionnel avec une même ligne directrice, rendre la communication plus claire, plus utile et plus stratégique. Dans la banque où la confiance est essentielle, j'ai travaillé sur la manière de transformer les offres souvent techniques en contenu que les clients comprennent, auxquels ils s'identifient et qui les aident à décider. Je suis heureux, une fois de plus, de partager avec vous aujourd'hui quelques retours d'expérience concrets autour de ce sujet. Merci Axel. Alors après cette présentation, on va entrer dans le vif du sujet. On observe souvent un écart entre ce que la banque pense pertinent et ce que le client trouve ou perçoit comme utile. Selon vous, les clients attendent-ils encore des messages produits? Pour ma part, oui, mais plus comme avant. Aujourd'hui, les clients ne veulent plus qu'on leur parle de taux, de conditions, de détails techniques. Ils veulent comprendre, se projeter et être rassurés. Donc, un produit bancaire ne doit plus être présenté comme une offre commerciale, il doit plutôt être présenté comme une situation, comme une solution, autant pour moi, à une situation réelle. On ne parle plus du produit, on parle de ce qui change dans la vie du client. D'accord. Et alors, pour cela, quels sont, selon vous, les formats qui pourraient fonctionner ou qui fonctionnent réellement aujourd'hui dans le secteur bancaire? Ce qui fonctionne aujourd'hui, ce sont les formats qui expliquent, à savoir des carousels pédagogiques, des vidéos courtes et claires, des démonstrations concrètes, des témoignages, des fois questions en vidéo. Les contenus qui performent vraiment, ce sont des contenus au format court, un langage simple et des exemples concrets. OK. On sait quand même, quand on sait en fait que dans la communication, au niveau des secteurs bancaires, par exemple, il est souvent question de trouver un équilibre et que cet équilibre est délicat. Comment est-ce qu'on évite une communication trop commerciale? Tout part de l'intention. Avant, on disait, voici notre produit. Aujourd'hui, on doit dire, voici un problème que vous pouvez rencontrer et notre produit est la solution pour résoudre ce dernier. Il faut donc adopter la règle du 80% et 20%, à savoir 80% renvoie à la valeur qu'il faut mettre en avant et les 20% sont consacrés à la promotion. Un bon contenu bancaire doit donc informer, rassurer et orienter
parce que la vente vient après la confiance. D'accord. On a eu un peu un retour d'une personne sur les réseaux sociaux qui disait que euh, le secteur bancaire, plus on va t'expliquer les jargons, les petites clauses à travers des contenus, plus tu ne seras plus susceptible de signer des contrats qui profitent beaucoup aux banques au niveau des prélèvements sur carte, taux d'intérêt et j'en passe. Qu'en pensez-vous? Je ne pense pas que cacher l'information rende une banque plus attractive. À court terme, le flou peut attirer, c'est vrai, mais à long terme, il détruit la confiance. Dans la banque, la relation est durable. Un client qui est mal informé devient vite un client frustré et un risque pour la réputation. Donc, pour ma part, on ne se doit pas de cacher des informations. D'autant plus que les nouvelles certifications des banques, à savoir des normes ISO, montrent justement l'inverse. Elles prouvent que la banque fonctionne avec des processus rigoureux, du contrôle et de la transparence interne. On ne parle pas de tout dévoiler sans cadre, on parle de clarté, de fiabilité et surtout de confiance. Donc, pour conclure, je peux dire que la vraie rentabilité ne vient pas de la symétrie d'information, elle vient de la crédibilité de la relation long terme. D'accord, effectivement, si on comprend en fait que parler rentabilité long terme plutôt que marge court terme, il est mieux en fait que le client ait toute l'information et comme ça il a confiance et la banque à ce moment-là est sûre d'avoir une rentabilité beaucoup plus sur le long terme. Oui, c'est exact. Lorsqu'une institution donc présente par exemple un produit financier, généralement la tentation est souvent grande, peut-être d'en détailler les caractéristiques, mais ces éléments ne sont pas toujours compréhensibles, n'est-ce pas? Et n'amènent pas toujours l'adhésion. Donc, j'aimerais bien savoir quelle est la place du storytelling dans le secteur bancaire. Le storytelling, et pas seulement que dans le secteur bancaire, aujourd'hui est essentiel à toute communication. Vous savez, la banque est souvent perçue comme technique, voire abstraite. Donc, le storytelling a ceci de particulier qu'il rend les choses un peu plus concrètes et crée de l'émotion, il facilite la projection et il humanise surtout le message. Je peux prendre un exemple que de dire que financer vos projets avec telle solution. En prenant peut-être un storytelling, je vais prendre l'exemple de Marie a pu financer son projet en utilisant telle solution de notre banque et tout. Ça parle plus facilement et ça permet aux clients de se reconnaître dans Marie. Donc, les gens ne s'identifient pas à un produit, ils s'identifient plus facilement à une histoire. D'accord. On comprend donc que raconter une histoire, en fait, peut aider à rendre un produit plus accessible. Exactement. Bon, au-delà quand même du récit, comment est-ce qu'on fait pour relier un produit à l'usage réel? Il faut toujours partir de cette question, dans la vraie vie, ça sert à quoi? Je vais prendre des exemples. Un compte épargne, à quoi ça me sert dans la vraie vie? Ça sert à faire face aux imprévus. Un crédit immobilier, à quoi ça sert dans la vie? Ça sert à devenir propriétaire. Une carte premium, à quoi ça me sert dans la vie? Ça sert à voyager en toute sérénité. La règle est simple. Un produit doit obligatoirement renvoyer à un moment de vie lorsqu'on décide de communiquer dessus. D'accord. Ben, justement, je m'apprêtais à redemander encore un exemple qui illustre bien cette approche. Je ne sais pas si tu as un autre exemple que tu pourrais nous donner par rapport à cela, justement. Un exemple vraiment Euh, réussi. Comme exemple, je vais mettre en relief le produit PGFI Home Secure, qui est une assurance multirisque conçue pour répondre à un besoin simple, protéger ce que l'on a construit. Ce produit permet aux particuliers comme aux entreprises d'assurer leurs biens face aux imprévus, les différents imprévus, incendies, dégâts, vols ou autres sinistres. Donc,
Pour bien communiquer dessus, il était question pour notre direction de ne pas commencer par les garanties techniques, mais par une réalité. On est parti du postulat, si demain un imprévu touche votre maison ou votre activité, êtes-vous protégé? Là, avec ce titre, on parle d'abord de sécurité et de sérénité, puis on présente par la suite sous diverses formes de carrousel, de petites vidéos animées et tout autre, que Home Secure est la réponse à cette question. Parce qu'au fond, les gens n'achètent pas une assurance, ils achètent la paix d'esprit. Ok, alors on parle d'usage, on parle de situation de vie. Ici, le produit n'est pas toujours central dans tous les cas. Et ça m'emmène donc du coup à la dernière question. J'aimerais savoir, pour vous, est-ce qu'une institution peut vendre sans parler de produit? Oui, selon moi, oui, une institution peut vendre sans parler directement de ses produits, sans parler produit, sans parler directement de ses produits. Je fais la nuance. Pourquoi? Et c'est souvent plus efficace. On peut vendre en parlant d'éducation financière, de conseils, de bonnes pratiques. Pourquoi? Parce que dans la banque, la décision est très, très lente, mais la confiance est déterminante. Les réseaux sociaux ne servent pas à vendre immédiatement, ils servent à préparer la décision. Ils servent à préparer la décision, ils servent également à réduire les doutes et à installer la crédibilité entre le client et la banque. Donc, sur les réseaux sociaux, on ne vend pas un produit, on prépare la décision. On prépare une décision. D'accord. Alors, nous avons compris un peu à travers ces différentes questions que aujourd'hui, au niveau des banques, les clients n'attendent plus des messages produits, mais attendent plutôt une solution. C'est bien cela. Et C'est bien qu'il y a ça. divers formats qui devraient permettre justement à ce client de mieux être touché à travers ces solutions, que le storytelling est quelque chose qui était important et qu'il y a des solutions qui existent dans diverses institutions financières, notamment à l'exemple de BGFI, et qu'aujourd'hui, une institution ne ne peut pas seulement vendre, pardon, peut à la fois, pardon, une institution peut vendre, oui, sans parler de ses produits, mais en fait, ici, que le produit doit devenir la conclusion logique, c'est bien cela, c'est-à-dire une solution C'est bien ça. naturelle. Voilà. Merci beaucoup, Axel. Je vais prendre au niveau des participants ceux qui pourraient avoir des questions. N'hésitez pas à écrire pour que Axel puisse répondre. Je regarde au niveau des questions, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions ou des incompréhensions par rapport à ce que nous avons abordé? Alors, il y a Jordan Musinga qui dit qu'il n'a pas bien compris les contenus qui marchent. Est-ce que tu peux revenir dessus, Axel? Bien sûr. Les formats, bien les contenus qui fonctionnent, qui sont adaptés à la communication bancaire sont les suivants. Déjà, il faut comprendre que ce sont les formats bien contenus pédagogiques qui sont les plus adaptés. On a les carousels pédagogiques, on a des vidéos courtes et claires, on a des démonstrations concrètes. La plupart du temps, ces démonstrations doivent être faites avec des êtres humains pour qu'il y ait quand même ce sentiment de reconnaissance de la part du client envers la banque. Il y a des témoignages et également il y a des foires aux questions en vidéo. Et la particularité de ces formats, c'est qu'ils doivent être courts, le langage doit être simple et les exemples doivent être concrets. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Jordan. Oui, Jordan dit d'accord, merci beaucoup. Et nous avons Glory Ombede
qui dit « Je suis étudiante en licence professionnelle en banque et finance et j'ai une question. Qu'est-ce qu'un carrousel pédagogique ?» Un carrousel, c'est un type de contenu. C'est vrai qu'il est très souvent difficile à expliquer de la sorte, mais un carrousel part d'une idée générale. Je ne sais pas si tu as l'habitude de, je permets que je te tutoie, Laurie, si tu as l'habitude de te connecter sur LinkedIn, tu vas te rendre compte que des fois, tu tombes sur des carousels, c'est-à-dire des contenus, ou bien un type de contenu constitué de plusieurs images, mais qui vont dans un même sens bien précis. Tout part d'une idée générale. Je prends un exemple. On va dire aujourd'hui, comment rassurer, comme la question de Jordan, je reprends la question de Jordan. Aujourd'hui, quels sont les contenus bancaires adaptés quels sont les contenus pour mieux communiquer avec une banque? On va partir de là, on va dire, premier carrousel ou bien première page à la suite de ce visuel, ce sera des vidéos explicatives, ce sera des contenus pédagogiques, ce sera des foires aux questions, ainsi de suite. Donc, un carrousel, c'est un ensemble de visuels qui traitent d'une seule idée principale, mais qui permettent à chaque visuel d'être un peu plus, d'en apprendre un peu plus sur la question qui a été posée au début. La question, bien l'idée qui a été posée au début. Alors, il y a Madame Patricia Kamwe qui dit « J'aimerais bien comprendre comment vous arrivez à mesurer l'impact de ces contenus-là. » Déjà, c'est assez simple, je me dis. C'est assez simple. Tout part déjà des retours des métriques, des métriques, ou bien des vanity metrics, on va dire. Le nombre de likes, le nombre de commentaires. Mais moi, ce qui m'intéresse souvent, le plus souvent, c'est le taux d'engagement. Des contenus qui expliquent, des contenus où l'on voit des personnes parler, des contenus où on permet aux clients d'apprendre, sont ceux qui, pour ma part, depuis que je travaille en banque, obtiennent à chaque fois le plus grand taux d'engagement. OK. Merci, dit merci. Est-ce que vous avez d'autres préoccupations? Alors, j'aimerais rappeler que nous sommes au premier épisode d'une série de webinaires qui auront lieu tous les mercredis du mois de mars à 20h GMT plus 1, 19h GMT. Et vous aurez différents professionnels et différents thèmes qui seront abordés. Tous ceux qui ont souscrit à travers le formulaire qui était en ligne seront informés au fur et à mesure. Alors, il y a une question qui a attiré mon attention, Jordan. Je ne sais pas laquelle. Alors, si je dois revenir sur les questions, nous avons commencé par poser la question de savoir est-ce que les clients attendent encore des messages produits, vu que nous observons souvent un écart entre ce que la banque pense pertinent et ce que le client perçoit comme utile. Ça, c'était la première question. Et après, nous avons parlé des formats, les différents formats qui ont permis justement à Axel tout à l'heure de parler en détail des carousels pédagogiques. Et il était question justement de savoir quels sont les formats qui fonctionnent réellement aujourd'hui dans le secteur bancaire. Ensuite, nous avons parlé de la communication, comment éviter une communication trop commerciale. Et après, de la place du storytelling. Et on a dit ici que raconter une histoire pouvait aider à rendre justement les produits accessibles. Mais au-delà du récit, il était question aussi de comprendre comment est-ce que nous pouvons relier le produit à un usage réel. Donc, Axel nous a donné notamment un exemple d'un produit au niveau de BGFI et nous avons terminé avec la question qui était de savoir est-ce qu'une institution peut vendre sans parler de ses produits. Alors, Jordan, je ne sais pas quelle était la question qui avait attiré votre attention. La première qui vous a paru floue. Est-ce qu'on peut revenir dessus si ça ne dérange pas, Axel? On parle souvent, comme je disais, d'écart entre la banque, ce qu'elle trouve pertinent et ce que le client perçoit comme utile.
Et donc, la question était de savoir si les clients attendent encore des messages produits. Oui. À cette question, je vais répondre ainsi. Oui, mais plus comme avant. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai expliqué que les clients ne voulaient plus qu'on leur parle de taux, de conditions ou de détails techniques. Les clients aujourd'hui, ils veulent comprendre et ils veulent se projeter et surtout, ils veulent être rassurés. Donc, aujourd'hui, on doit éviter cette communication où on placardait les produits bancaires à des offres commerciales. On doit présenter le produit bancaire comme une solution à une situation réelle. On ne parle plus de produits, on parle de ce qui change dans la vie du client. Je ne sais pas si Jordan a compris ou bien. Oui, et Jordan dit oui, merci beaucoup, c'est clair. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres préoccupations en rapport avec le thème? À défaut, comme je disais, durant ce mois de mars, nous aurons à aborder différentes thématiques. La thématique d'aujourd'hui est celle de savoir comment transformer un produit bancaire en contenu stratégique de confiance et de conversion sur les réseaux sociaux. Mercredi prochain, nous allons aborder réseaux sociaux en banque, dépasser les idées reçues pour construire une communication crédible et performante. L'invité ici sera le responsable d'une banque ivoirienne. Le mercredi d'après, nous aurons une dame plutôt des assurances qui, avec nous, va aborder certaines questions sur les défis du social media et du digital en assurance. Donc, on va essayer de parler entre conformité, performance et reconnaissance stratégique. Donc, l'invitée sera du Bénin et elle va essayer de répondre à certaines questions à ce sujet. Et enfin, la dernière semaine du mois de mars, nous allons aborder une campagne bancaire réussie. On va parler de stratégie, de levier et de conditions de reconductibilité avec un autre professionnel de la banque en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez d'autres préoccupations? Une phrase de Axel aurait interpellé Perside. Il n'a pas bien saisi la phrase. La vraie rentabilité ne vient pas de la symétrie d'information, mais de... Je ne sais pas si le souvenir revient, Axel. Oui, je La pense vraie que rentabilité ne vient pas... Est-ce que vous pouvez nous revenir avec la question, le contexte, la question, Perside, s'il oui, vous plaît? je pense que Persid fait allusion à l'asymétrie d'information avec la question que l'on avait reçue sous la publication récemment. Ok, voilà, Ouais. voilà. Donc, en fait, c'est Donc, la fin de la phrase, justement, qu'il n'a pas compris. ouais. Je pense que j'avais dit un truc dans ce sens. La vraie rentabilité ne vient pas de la symétrie d'information, elle vient de la crédibilité et de la relation long terme. Je pense que c'était ça. Exactement, parce que nous avions justement fait comprendre que plutôt que de... Les banques n'ont rien à gagner, c'est bien ce que tu nous Ouais. disais, elles n'ont rien à gagner à cacher des informations. Maintenant, il faut faire la différence entre expliquer tout ce qui est terme assez technique, hein, expliquer, détailler tout ce qui est juridique et contextualiser, par exemple, c'est-à-dire expliquer de façon à ce qu'on comprenne. Donc, il vaut mieux expliquer, il vaut mieux faire comprendre aux clients et comme ça, sur le long terme, la banque est gagnante. Merci également, Placide. D'autres questions? Oui, Jordan. Ok, je vais ouvrir mon micro. Bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, J'aimerais savoir comment adapter le ton de sa communication selon son cible. Ça, c'est ma première question.
La deuxième question, c'est savoir la différence entre la communication promotionnelle et la communication stratégique de confiance. Bon, c'est vrai qu'il y a vraiment plusieurs, mais bon, depuis plusieurs points. Tu peux reprendre tes questions, s'il te plaît? La deuxième Oui. question surtout, oui. Quelle est la différence entre communication promotionnelle et communication stratégique de confiance dans le secteur bancaire? D'accord. Ok, je vais commencer par la deuxième question. Je vais commencer par la deuxième question. Je vais te prendre l'exemple d'un produit, à savoir le crédit scolaire. Le crédit scolaire. Aujourd'hui, on va dire quoi? Le crédit scolaire, la plupart du temps, on commence à communiquer dessus vers la fin de l'année scolaire ou bien justement juste avant la rentrée scolaire. Et dans certains cas, on communique dessus dans la période de février, parce que c'est souvent là la fin, c'est souvent à ce moment-là que les parents soldent totalement la pension de leurs enfants. La communication promotionnelle sur un crédit scolaire, elle va mettre en avant quoi? Elle va mettre en avant les, tout ce qui a trait à la constitution du dossier. Est-ce qu'il vous faut, par exemple, être client de la banque? Est-ce qu'il vous faut être domicilié dans la banque, avoir votre salaire domicilié dans la banque? Est-ce qu'il vous faut ceci, cela? Donc, tous les éléments techniques, justement, pour l'obtention de ce crédit-là. Maintenant, la stratégie de confiance, c'est quoi? C'est montrer que, euh, déjà, une banque n'est pas la seule à commercialiser un crédit scolaire. On part déjà de ce postulat-là. Donc, si aujourd'hui, toutes les banques commercialisent un crédit scolaire, des fois avec un taux moins élevé ou bien plus élevé chez d'autres, ce qui va réellement faire la différence, c'est maintenant au niveau de la stratégie de communication. C'est-à-dire quoi? Pendant où d'autres vont juste dire que chez nous, le taux d'intérêt est de 6%, bien de 7%, je donne des chiffres ainsi, comme ça. Nous, on va plutôt s'attarder sur le fait que euh, sur 100 personnes l'année dernière qui ont voulu souscrire à notre crédit scolaire, je vais prendre un chiffre comme ça, 75 l'ont eu en 2 jours. Tu vois, là, c'est déjà différent. Pendant que d'autres sont sur les caractéristiques, nous, on touche l'humain. Donc, en faisant cela, qu'est-ce que nous, on montre? On montre que c'est plus facile chez nous de bénéficier d'un crédit scolaire plutôt qu'ailleurs. Donc, ça, c'est juste un point. On peut communiquer autrement. Pourquoi est-ce que vous devez pourquoi vous devez souscrire à notre crédit scolaire? Là, on met en avant les avantages. Pendant que d'autres vont rembourser sur 6 mois, 7 mois, nous, on peut mettre en avant que chez nous, il est remboursable sur 10 mois. Sur 10 mois. Peut-être que chez nous, vous n'avez pas l'obligation d'avoir votre salaire ou bien de votre compte de salarial chez nous. Vous n'avez pas l'obligation d'avoir tel papier. Je ne sais pas si tu vois un peu où est-ce que je veux en venir. Ça part vraiment sur des petits détails dans ce sens-là, mais qui nous permettent de sortir de la communication généralisée qui permet de dire, OK, venez souscrire au crédit scolaire de telle banque, ou bien de la banque X, ou bien de la banque Y. D'accord, ok, je comprends mieux. La D'accord. première question concernait le temps, si je me souviens bien, Hum, selon la ex- cible. Alors là, nous sommes dans le secteur bancaire. Est-ce que nous sommes bien d'accord? D'accord. Euh, Ou... Autre Mhm. chose, c'est comment, comment on fait pour vulgariser un produit bancaire sans perdre en crédibilité? Qu'est-ce que tu entends par vulgariser, s'il te plaît? En fait, que le produit bancaire soit un produit qui on dit souvent des contenus, on appelle ça comment? Viral. Je sais pas si tu OK, vois. je vois un peu, oui. Si je reformule ta question est de savoir comment faire pour un produit bancaire, ça comment, ait des chiffres ou bien soit en vogue, c'est ça? Soit en vogue sans perdre réellement en crédibilité. Euh, bon, ta question, c'est vrai que, bon, je vais essayer d'y répondre. Un produit, la plupart du temps, tu remarqueras qu'un produit bancaire qui est en vogue ou bien un produit bancaire je vais dire ça comment, qui suscite de la demande de la part des clients, si je peux dire ça ainsi, c'est, c'est un produit où le client se reconnaît. Donc, il est important réellement de créer ce lien entre la banque et le client. Et ça Hum, revient également au ton.
On veut parler, je vais prendre un autre produit, je vais prendre un crédit immobilier. Tu ne vas pas, si c'est un crédit immobilier, tu ne vas pas parler, tu vas pas t'adresser à des personnes qui veulent des crédits auto, ou bien des contrats de leasing, ceux qui veulent des voitures et tout. Tu vois un peu. Là, maintenant, tu vas chercher qui? Tu vas chercher les jeunes couples qui viennent de se marier. Tu vas chercher qui? Les jeunes qui viennent de trouver un travail. Donc, dans ta définition de ton persona, tu vas être un peu plus technique pour affiner le plus facilement, justement, ta communication afin qu'elle puisse toucher ton cœur de cible. Une fois que tu as donc touché ton cœur de cible et que tu trouves maintenant les mots, les messages qui parlent à ces derniers, tu as plus de chances que ton produit devienne viral pour te reprendre ou bien suscite plus d'intérêt de la part des clients ou bien des potentiels clients. Et pour éviter qu'il ne soit vulgaire, bon, c'est le terme vulgaire que je n'ai pas très bien compris, mais je me dis que quand tu dis vulgaire, c'est que la communication bancaire, certes, elle veut s'adresser à tout le monde. Certes, elle veut s'adresser à tout le monde, mais elle respecte tout de même certains canaux qui font en sorte que celle-ci ne soit pas vulgaire. Je ne sais pas si... Non, c'est bon, merci. Ok. Je vois une autre main, pardon. Yannick Boka a levé la main. Merci, Jordan. Oui, Yannick. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bon, moi, je pense qu'au départ, je n'avais pas de contribution à faire. C'était pour te féliciter et puis remercier également Axel pour ce moment de partage. Et puis, bon, j'ai entendu une question et je me suis dit que j'allais apporter un peu de l'eau au moulin. Moi, je suis Yannick Bouka, je suis consultant en social media marketing et directeur exécutif de l'agence Big Five. Je suis passé en banque et je suis aussi très observateur. Donc, pour apporter également des éléments de réponse à ce que Axel a dit, je vais prendre un cas pratique. On a une carte ici en Côte d'Ivoire, je pense que qui a été très populaire au niveau de la sous-région francophone ici en Afrique de l'Ouest, qui est la carte UBA. Donc, pourquoi la carte a été très populaire? Parce que comme Axel l'a dit, elle répondait précisément en fait à un besoin très précis. On était à une époque où la publicité Facebook était en vogue et on n'avait pas de moyens en fait de paiement. Il fallait avoir une carte qui est liée, une carte de débit. Donc cette carte-là est arrivée à un moment où tout le monde attendait ce genre de carte. Donc une carte qui était fiable, une carte qui était disponible et surtout une carte qu'on pouvait trouver dans un réseau de distribution. Donc du coup, il ne fallait pas forcément être client de l'UBA, il ne fallait pas forcément avoir une agence UBA dans sa localité parce que UBA avait mis en place un réseau de distributeurs, ce qui permettait à tout le monde de pouvoir acquérir en fait cette carte-là. Et je pense que c'est ce que ici Jamo a mis en place parce que aujourd'hui Jamo, ils ont une centaine de points de distribution. Donc une librairie, un maquis, je dis n'importe quoi, un supermarché, tout le monde peut être distributeur de la carte Jamo, ce qui fait que à partir du moment où le produit répond à un besoin qui est précis, le produit il est disponible, tout de suite il devient populaire. Et je pense que Jamo, je ne sais pas, mais de mon regard, c'est un peu inspiré également de UBA. Et ici, on constate que Jamo est devenu un peu leader de tout ce qui est carte prépayée, quoi. Donc ça, c'était pour apporter de l'eau au moulin d'Axel pour confirmer en fait ce qu'il disait. Et pour moi, si un produit est populaire, c'est qu'il s'adresse à une cible qui est populaire, quoi. Parce qu'après, si c'est un produit qui est adressé à des clients premium, il y a de très fortes chances qu'ils ne sont pas populaires parce que c'est une cible qui est premium, ce sont des VIP. Donc, si c'est populaire dans un petit cercle. À partir du moment où on veut qu'un produit bancaire soit populaire, bon, je parle du principe qu'il faut, pour moi, il faut qu'il s'adresse déjà au moins déjà au grand public, qu'il puisse répondre à un besoin très précis du grand public. Et puis surtout, il faudrait que le produit soit disponible à travers un réseau de distribution qui est assez large, de telle sorte à ce que le client n'ait pas vraiment le choix d'acheter cette carte en fait. Merci. Merci Yannick pour la contribution. Je pense que ça a apporté vraiment beaucoup de détails
aux interrogations que Jordan posait tout à l'heure. Merci beaucoup. Il y a des personnes qui sont entrées entre-temps. Nous sommes à la phase des questions. On a abordé comment est-ce que ce que les clients attendent en fait comme message aujourd'hui. On a parlé des formats qui fonctionnent. On a parlé de comment éviter une communication trop commerciale, du storytelling et aussi de si une institution peut vraiment vendre sans parler de ses produits. Dans tous les cas, moi, ce que je comprends, c'est que le produit n'est pas le problème. Aujourd'hui, quand on parle de comment transformer un produit bancaire en contenu stratégique ici, c'est de réussir à trouver en fait comment ce produit peut être une solution pour une cible. Comme Yannick l'a dit, en fonction de la cible, qu'elle soit populaire ou premium, il y aura une façon de faire. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? S'il vous plaît, j'aimerais savoir par quoi commencer de façon concrète quand on veut transformer un produit bancaire en contenu stratégique. Alors, on n'a pas... Tu peux reprendre ta question, s'il te plaît? Je disais ceci, par quoi commencer de façon concrète quand on veut transformer un produit bancaire en contenu stratégique? Ça s'entrecoupe en fait, Jordan, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est le réseau. Bon, là c'est Bien. bon là. Oui, là, ça va mieux. Ok, good. Je disais ceci, par quoi commencer de façon concrète quand on veut transformer un produit bancaire en contenu stratégique? Ça se coupe encore, Jordan. Par quoi commencer quand on veut transformer un produit bancaire en contenu stratégique? Allô, Axel? Axel? C'était une- Axel, oui, tu nous entends? Très bien, très bien. Ok, alors la question était de savoir comment est-ce qu'on peut commencer, par quoi est-ce qu'on peut commencer, c'est bien ça, Jordan, pour présenter un contenu stratégique, c'est bien ça? Par quoi commencer quand on veut transformer un produit en contenu stratégique? Merci. Par quoi commencer quand on veut transformer un produit en contenu stratégique? Un produit bancaire en contenu stratégique. C'est bon. Je ne sais pas si tu nous as suivis, Axel. Oui, c'est bon. J'ai pu lire dans le chat. D'accord. Tout comme Patricia l'a si bien mentionné, pour elle, on peut commencer par demander quelles sont les cibles et à quels besoins ça répond. Moi, je partage également cet avis parce que on ne crée pas un produit juste pour le créer. On crée un produit pour répondre à un besoin. Et justement, en répondant à ce besoin, ça signifie on s'adresse à quelqu'un. Et dès qu'on réussit à avoir déjà nos cibles, maintenant, il y a des canaux qu'il faut utiliser justement pour parvenir à ces cibles-là, pour que notre communication puisse parvenir à ces cibles-là. Et c'est tout cet ensemble qui nous permet de transformer un produit bancaire en un contenu stratégique. Vous m'entendez? J'attends le retour de Jordan. C'est OK? Oui, mais bon, après, Effectivement, Patricia, à partir de là, tout sera un peu plus clair, notamment sur le choix des actions à mener en ligne et les canaux.
Justement, parce qu'à la base, on sait qu'il faut déjà définir la cible, on sait qu'il faut définir les canaux et tout. Après, ça, c'est, je dis après ces étapes, après, on sait pas comment reposer cette question. Je sais pas. On écoute, il n'y a pas de souci. Après, il y a Yannick qui veut aussi intervenir. Yannick peut intervenir. Non? D'accord. Oui, Bon, Yannick. en fait, la question m'a fait sourire parce que Jordan veut amener Axel à dévoiler tout ce qu'il fait en banque. Toi, tu veux nous mettre dans le problème ici. Bon, moi, j'ai démissionné, donc, moi, j'ai démissionné, donc, je pense que je peux me permettre de dire que c'était tout en fait. Alors, je pense que déjà, moi, je veux qu'on appelle ça. Au niveau de ma contribution, il y a un truc que je vais dire d'abord. Après, je ne sais pas si Axel également partage ce point de vue. Quand on est dans les webinaires, souvent, on a, on donne en fait le process qu'on suit. Mais souvent, c'est un peu difficile de prendre des cas pratiques de quelque chose que nous faisons déjà parce qu'on ne sait pas, peut-être dans le webinaire, il y a des concurrents. Donc, on est quand même assez stratégique dans les questions, raison pour laquelle je pense que dans les réponses, très souvent, surtout dans un secteur qui est assez fermé comme les banques et les assurances, la personne qui te répond pourra te donner le framework, mais pas forcément en fait un cas qu'il a déjà utilisé parce que ben, il se peut que ça soit utilisé peut-être par un concurrent. Après, c'est juste pour cadrer un peu les choses parce que ce sont des Effectivement. choses auxquelles souvent on assiste. Mais moi, en fait, moi j'ai déjà démissionné, donc moi, on peut pas. Donc, pour répondre à ta question, je pense que moi, je vais prendre un cas pratique que j'avais déjà traité, qui était un crédit automobile. Tu sais, quand moi, je suis arrivé en banque, euh, la communication était plus ou moins classique sur les réseaux sociaux. Donc, quand on prend un produit comme un crédit, que ce soit un crédit automobile ou un crédit, euh, comment ils appellent ce type de crédit-là? Les crédits immobiliers, la communication était assez carrée. Donc, on identifie la cible, on va parler à la cible, et puis bon, après, on essaie pas derrière de faire confiance aux commerciaux. Moi, je n'avais pas les mêmes prérogatives parce que moi, mon rôle, c'était surtout d'utiliser les réseaux sociaux pour pousser en fait l'offre au moins à 20 ou à 30%. Donc, je vais te prendre un cas pratique avec le crédit auto. Bien avant, il y a une série de questions que je me pose et j'essaie de changer avec les commerciaux. Parce qu'une chose est claire, en tant que communicateur, surtout si on n'est pas un enfant de la banque, c'est ce que j'appelle les enfants de la banque. C'est des gens qui ont fait le stage, ils ont fait le stage d'immersion, le stage d'études, ils ont fait le premier CDD. Donc, tu as des gens qui sont dans la banque depuis 5 ans, 7 ans. Ils sont les enfants de la banque, en fait. Donc, leur première expérience, pas depuis la banque. Donc, pour ce type de profil-là, ils connaissent en fait les produits de banque. Ce qui est contraire à nous, que j'appelle les enfants hybrides de la banque. Nous, on vient peut-être du monde des médias, d'autres secteurs, et on arrive en banque. Et c'est maintenant qu'il faut connaître les produits par cœur. Donc, la première chose à faire pour moi, de manière stratégique, c'est de se poser certaines questions et d'aller vers les commerciaux pour connaître en fait leur avis. Donc, moi, dans le cas en fait du crédit auto, au-delà des questions classiques qu'on se pose, quel sera le message, quelle sera la cible, la première chose, c'est d'identifier en fait la situation de vie. Ce que j'appelle la situation de vie, c'est de comprendre à quel moment le produit que nous sommes en train de vendre sera utile dans la vie de la personne à qui on parle. Parce que les gens ne s'intéressent pas forcément au produit bancaire, mais ils s'intéressent en fait à quel moment ce produit bancaire-là sera utile dans le parcours de leur vie, en fait. Les gens font beaucoup de choses. Ils vont au funérailles, ils vont en vacances, ils scolarisent les enfants, mais à quel moment de vie ce produit-là sera intéressant? Donc, moi, je n'ai pas forcément toutes les réponses, je ne maîtrise pas forcément la vie des clients. Donc, je me tourne vers les commerciaux qui maîtrisent beaucoup plus le persona de ce produit-là par rapport à moi. Et je vais revenir pour t'expliquer comment je l'applique directement au crédit auto en tant que contenu. Donc, une fois que j'ai identifié la situation de vie, je vais identifier maintenant le problème du client. Donc, ce produit-là va venir résoudre quel problème. À partir du moment où je sais que ce produit-là peut
intervenir dans le parcours de sa vie, je viens maintenant me demander, dans le parcours de sa vie, là, ce produit-là vient résoudre quel problème? Après, l'autre question que je me pose, c'est comment je traduis ce produit-là en une solution? Donc, ces trois premières questions-là, déjà, en fait, font partie de ce que tu appelles contenu stratégique. Parce que pour moi, quand on dit contenu stratégique, ça veut dire que c'est un contenu qui s'intègre dans une stratégie pour atteindre un objectif, que ce soit de notoriété, de conversion, d'engagement ou de positionnement. Donc, à partir du moment où j'ai identifié la situation de vie, je me suis posé la question de savoir quelle est la difficulté que le client rencontre et que le produit de crédit automobile vient résoudre. C'est à moi maintenant de montrer comment le produit la aide à résoudre le problème. Du coup, quand je prends le cas du crédit automobile, à quel moment le produit rentre dans sa vie? Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le produit bancaire là, qui rentre dans sa vie. En fait, la première question, c'est pas comment, à quel moment le produit bancaire rentre dans sa vie. Non, c'est ce que le produit bancaire là, va l'aider à acheter, là, c'est la voiture. Donc, la voiture, là, elle rentre à quel moment de sa vie? Elle est dans le parcours de sa vie, quand il se lève le matin jusqu'à ce qu'il aille se coucher. Et c'est les réponses à ces questions-là qui vont me permettre de créer maintenant du contenu. Donc, le contenu que je vais créer, c'est par exemple de lui dire que tu dois aller à Sini. Désolé hein, pour ceux qui ne sont pas encore, tu dois aller en vacances avec ta chérie, tu dois aller en vacances avec tes amis, tu utilises quel type de voiture. Donc, déjà, en fait, je sais que la voiture intervient à des moments clés pour lui où il peut être frustré de ne pas avoir un véhicule. Donc, c'est ce que je mets en avant pour créer du contenu stratégique. Et là, ce contenu stratégique-là, il répond à deux besoins, créer de la frustration et de l'engagement. Et puis, par derrière, le piquer un peu en lui disant, voilà, si tu penses que tu es intéressé en commentaire, on a mis un lien pour aller voir en fait le catalogue. Donc, ce type de contenu-là qui a été fait pour mettre en fait le produit dans des situations de vie. Ce qui est différent de prendre une photo d'un véhicule, de le mettre en ville et puis de dire qu'il y a crédit auto. C'est deux choses différentes. Là, on met le produit en situation dans la vie de la personne parce que ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on a réussi à identifier une situation de vie dans laquelle le produit peut exister dans lui, son quotidien. Et la difficulté qu'il rencontre, c'est ça, c'est quand tu dois aller au funérailles, quand tu dois aller avec des amis en week-end, quand tu dois envoyer tes enfants à l'hôpital. Donc, c'est ce type de questions-là que tu lui poses, mais le truc de l'hôpital, ça n'a pas été publié, mais des faits de vie où il aura bien envie d'être dans sa voiture. Et on lui demande de faire un choix de voiture. Donc, tu l'aides en fait à se projeter. Donc, la difficulté pour lui aujourd'hui, c'était dans ce genre dans ce genre de situation-là, quelle voiture je peux choisir? Donc, tu joues sur l'émotion, tu joues sur l'ego. Donc, maintenant, tu dois montrer comment le produit là arrive à résoudre ce problème. Donc, de lui faire comprendre maintenant que, comme tu n'as pas de voiture, il y a un crédit qui est là. Tu vois? Maintenant, l'autre étape, c'est de se dire, maintenant qu'on a réussi à traduire le produit en solution, comme nous sommes sur les réseaux sociaux et tu le sais, la forme compte plus que le fond, malheureusement. Donc, si tu veux parler de ton crédit, tu es obligé en fait de raconter une histoire ou d'utiliser des scènes de vie, comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et pourquoi pas d'amplifier. Donc, les histoires que tu racontes, ce n'est pas des histoires de « il était une fois ». Non, le simple fait d'intégrer en fait le produit dans des scènes de vie, c'est déjà de raconter une histoire, de jouer sur l'émotion et de l'aider en fait à se projeter. Maintenant, une fois que ça c'est fait, il faut maintenant se dire comment j'arrive à simplifier le langage bancaire. Parce que là, tu as mis la finalité devant ses yeux. Mais il faut que tu arrives à lui expliquer que quand tu veux un véhicule avec un produit bancaire, ce n'est pas une histoire de je veux, et puis on te demande ton numéro de compte, on dit bon, à partir de demain, on te donne le crédit. Non, c'est la partie du film là qui devient la plus compliquée parce que souvent, tu es prêt même à prendre une voiture, mais quand on t'explique le processus du crédit bancaire, là, tu te dis, Joe, moi j'ai besoin de ma voiture aujourd'hui pour me dire, tu dois faire les papiers et pour ceux qui sont en banque, vous savez que le crédit bancaire, même un crédit, ce n'est pas en 2 jours parce que tu n'es pas le seul, ce n'est pas hors d'arriver et surtout en fonction du dossier que tu montes. Donc, il faut arriver maintenant à simplifier le langage bancaire là pour lui expliquer avec des mots simples maintenant comment on arrive à te donner le crédit. Mais ça, tu ne peux pas le faire sur les réseaux sociaux.
Ça, c'est vraiment l'observation. On peut pas le faire parce que c'est beaucoup trop de bavardage. Les gens ne sont pas là pour ça. Notre travail, là, c'est de capter l'attention des gens. Maintenant, c'est de s'assurer que quand ils cliquent sur le lien, ils tombent sur une page du site Internet où le langage est vraiment bien simplifié, où on lui explique ça en des thèmes qui sont beaucoup plus faciles. Et surtout, de miser sur la durée. C'est surtout ça. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va à la banque pour prendre un crédit parce qu'il a un projet à réaliser dans 2 ans. On se connaît ici. Après, du moment où on a décidé de prendre le crédit, là, c'est parce qu'on veut acheter la chose en même temps. Donc, tout le monde est pressé d'avoir son crédit. Donc, c'est vraiment d'utiliser maintenant ce levier-là de rassurer les gens, de se dire, le crédit sera disponible peut-être en 30 jours. Mais les 30 jours-là, c'est pour t'aider à sécuriser peut-être ton argent, c'est pour t'aider à faire de meilleurs choix. Donc, pour moi, cette étape de rassurer là vient après simplifier le langage. Et c'est tout ça aussi que je mets dans simplifier le langage. Je se dis, quand on simplifie le langage, il y a aussi la partie de rassurer. Mais quand on rassure la personne, on ne peut pas le rassurer directement sur les réseaux sociaux. On le rassure sur le site Internet. Donc, soit sur le site Internet, soit sur l'application mobile. Mais il faudrait qu'on puisse rediriger les gens vers des canaux, ou soit c'est le service client qui est dédié en fait à la campagne, qui va appeler les prospects qualifiés. Je leur dis, voilà, voici la procédure à suivre. Malheureusement, en banque, je ne sais pas, pour l'Afrique centrale, mais vraiment en Afrique francophone, ici de l'Ouest, les services clients de banque, ce n'est pas forcément évident parce qu'ils sont déjà à la bourre sur les tâches du quotidien. Donc, ce qui fait que quand il y a une campagne qui est lancée, ce n'est pas forcément évident parce qu'en dehors du digital, sachez qu'il y a des gens qui appellent. Hein. Moi, il a fallu que je rentre en banque. Il faut savoir qu'en dehors de tout ce que nous on fait sur le digital, qui génère des prospects qui vont peut-être solliciter le service client, le service client ils sont occupés à fond parce que imaginez-vous qu'en banque, chaque jour, les gens appellent pour se plaindre, chaque jour. Donc, c'est vraiment de trouver le bon dispositif. Et ce dispositif-là, il est en 3 entités. Le marketing, la communication et le service client. Après, tout va dépendre de l'organisation qui est mise en place dans la banque, mais c'est le commercial, le marketing, la communication et puis le service client. Le service client qui est différent du service expérience client, c'est tout à fait différent. Donc, une fois qu'on a réussi à simplifier le message, on a réussi à trouver le canal où il faut aller simplifier le message, les 2 dernières étapes, c'est de se demander, on utilise quel format? Moi, tout à l'heure, le format que je vous ai montré, c'est un format image, c'est un format de questions, mais on utilise quel format? Est-ce qu'on utilise un format vidéo? Est-ce qu'on utilise un mini-guide? Est-ce qu'on utilise une vidéo courte? Donc, c'est là maintenant qu'il faut se poser la question des formats parce que à partir du moment où on parle de format, on parle de budget. Et puis, le dernier point, c'est la répétition. Et ça, c'est ce qui nous tue en banque. On a tendance à penser qu'on emmène les gens en parlant trop de nos produits. Mais on oublie que nous sommes en Afrique et que les gens ne se connectent pas tous les jours comme nous qui sommes dans le digital. Quelqu'un peut se connecter le matin. Après ça, il ne se connecte plus. Il est dans son travail, comme on le dit chez nous, il est dans son jossi. Il va se connecter à 18h. Donc, ça veut dire que ton poste que tu as fait le matin, il n'a pas vu. Et à 18h, il va essayer de passer en revue. Peut-être qu'il ne va pas voir. Donc, la répétition est très importante. Donc, si c'est un produit classique qui est déjà dans la banque, OK, il faut maximiser la répétition. Mais si c'est une campagne, il faut s'appuyer sur une campagne de notoriété, que ce soit Facebook, Google ou Instagram, pour maximiser le taux de répétition et varier les angles marketing, comme je le dis. Et ce que moi je considère ici comme les angles marketing, c'est identifier la situation de vie. Parce qu'il y a plusieurs situations de vie dans lesquelles le produit intervient. Voilà, donc c'était ma contribution. Merci. Merci beaucoup Yannick pour cette contribution très riche qui, une fois de plus, a mis de l'eau dans le moulin de Jordan par rapport aux différentes préoccupations et qui a permis aussi de revenir autrement sur les différentes questions qui ont été posées parce que moi j'ai compris confiance, j'ai compris simplification, j'ai compris différents formats, j'ai compris répétition. Donc, un ensemble de choses en fait très importantes qui permettent aujourd'hui de faire en sorte que un contenu marche, un contenu bancaire marche. Alors, nous allons bientôt clôturer. Je ne sais pas s'il y a encore une question. Je regarde.
Je ne vois pas d'autres questions. Bon, ben, je vous dis merci. Merci à tout un chacun. Merci à Axel pour cet échange riche. Merci pour votre présence et pour vos questions. Merci Yannick pour la pertinence de ton apport également. Merci Patricia également pour ton apport. N'hésitez pas à bien sûr faire un retour sur les réseaux sociaux concernant ce que vous avez compris de cette première édition, de ce premier épisode. Vous n'avez qu'à tout simplement sur LinkedIn nous taguer Michel Audrey ou Axel Rode. Oui, Axel. Non, non, Michel Audrey, c'était une erreur. C'est une erreur. D'accord. Donc, n'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux sociaux. Je suis principalement sur LinkedIn pour nous dire ce que vous avez retenu. Ce sera très bénéfique. Entre-temps, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau thème et un nouvel invité. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Au revoir.